Bonjour, je suis Kess. Ma sœur m'a écrasé une assiette de spaghettis sur la tête en plein milieu d'un restaurant bondé. Puis elle a ri. Et ma belle-mère. Elle s'est penchée et a dit, eh bien, peut-être que maintenant elle comprend sa place. Elle pensait que j'allais pleurer. Elle pensait que j'allais m'enfuir, mais je me suis juste essuyé le visage et j'ai souri parce que je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Et quand la vérité les a frappées, elles n'ont pas ri. Elles se sont figées. Avant que nous nous plongions dans l'histoire, dites-moi ceci. Avez-vous déjà été humilié par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chaque mot. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ensuite. On dit que le printemps adoucit les angles de la vie. À Charlotte, cela signifie des cornouillers en fleurs et des brises chaudes se glissant à travers les moustiquaires. Mais à l'intérieur du Brookside Grill, le printemps signifiait simplement un autre jeudi soir debout. J'ai resserré mon tablier et j'ai refermé le tiroir caisse. La douce mélodie de la musique country jouait en fond sonore, à peine audible par-dessus le cliquetis des fourchettes et le faible brouhaha. Je travaillais le soir, 6 nuits par semaine, et je gardais mes journées libres pour des cours que j'espérais pouvoir me payer un jour, si je parvenais à mettre de côté suffisamment de pourboire. Je ne rêvais pas de grandeur, juste d'une certification en comptabilité pour petites entreprises. Peut-être qu'alors je pourrais arrêter de m'inquiéter de compter chaque centime comme si c'était une prière. Carmen, la propriétaire, est passée avec un panier de pain de maïs frais. Il y a une nouvelle table devant. Sois gentille, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Je le suis toujours, ai-je souri, bien que mes joues me fassent déjà mal. Puis mon téléphone a vibré dans mon tablier. Je l'ai sorti discrètement. L'écran était fissuré, mais il était toujours fidèle. Un message d'Hélène, ma belle-mère, ta sœur veut fêter sa promotion ce soir. Nous venons. 19h30, pas de salutation. Pas de « comment vas-tu ?» Juste une annonce froide, comme si j'étais la concierge de leur petite fête de la victoire. Je suis resté là une seconde de trop, les pouces encore sur l'écran. Mon estomac s'est noué. Pas à cause de la nervosité, mais à cause de quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Le sentiment de savoir que l'on est convoqué, pas invité. Je me suis retourné vers la salle à manger, arborant ce sourire de serveuse. Une table riait bruyamment près de la fenêtre. Une autre demandait des quartiers de citron supplémentaires. J'exécutais les gestes par mémoire musculaire, mais mes pensées ont commencé à dériver. Cela faisait 8 ans que j'avais abandonné un stage prometteur en entreprise dont ma famille se vantait sans cesse juste pour m'occuper de grand-mère June dans ces derniers mois. Personne d'autre ne s'était proposé. Ils étaient tous trop occupés. Mais quand je leur ai annoncé que je m'étais retiré du programme, Hélène m'avait regardé comme si j'avais tué quelqu'un. « Tu as gâché ton avenir pour une femme mourante », avait-elle dit. « Qui va te respecter après ça ?» Mon père n'avait pas dit un mot. Et Calista ? Eh bien, elle avait ri. Maintenant, Calista était l'étoile montante, directrice marketing dans une start-up de technologie de la santé, postant toujours des selfies filtrés avec des légendes inspirantes comme « Travaille plus dur » ou « Assure le pactole ». Pendant ce temps, j'essuyais les tables et je priais pour que la friteuse ne tombe pas à nouveau en panne. 19h26, j'ai rafraîchi mon brillant à lèvres dans les toilettes des employés juste assez pour avoir l'air présentable, pas assez pour prétendre que je m'en souciais. À 19h31, elles sont entrées comme si l'endroit leur appartenait. Calista dans une robe portefeuille rouge moulante et des talons aiguilles qui n'avaient rien à faire sur le sol collant du Brookside. Hélène était derrière elle, perle et attitude en place. Mon père suivait en dernier, distrait par son téléphone. Ils avaient aussi amené des amis bruyants et rieurs. Calista a balayé la pièce du regard comme si elle s'attendait à être applaudie. « Mon Dieu, cet endroit est plus petit que dans mon souvenir », a-t-elle dit à l'une des filles à côté d'elle. « Mais bon, ma petite sœur est toujours là. Ils ne t'ont toujours pas promu au-delà de plieuse de serviettes. » Sa voix a retenti comme une cloche d'école, le genre qui fait que tout le monde s'arrête et se retourne. J'ai souri poliment et les ai guidés vers une banquette. « Heureuse que vous ayez pu venir, ai-je dit. » Calista a ri. « Bien sûr. Je ne manquerai pas de me célébrer moi-même. » Hélène s'est penchée vers une femme en beige à côté d'elle. « La pauvre », a-t-elle chuchoté. « Pas assez bas. Elle est coincée. » J'ai apporté de l'eau, puis les menus, puis leurs boissons. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas bégayé, j'ai juste continué à bouger,
prétendant que leurs mots glissaient sur moi comme de l'eau sur du vinyle. Mais ce n'était pas de l'eau. C'était de l'acide familier, piquant. Quand j'ai apporté leurs plats principaux, Calista a regardé son assiette comme si je lui avais servi du poison. « C'est une César ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit calmement. Sans anchois, comme la cuisine la prépare habituellement. Elle a grimacé. J'ai dit sauce légère. C'est trempé. Burk. J'ai tendu la main pour reprendre l'assiette, mais elle a frappé la table de sa paume. Non, tu sais quoi. Elle a attrapé l'assiette, s'est levée et, avec un sourire, a vidé la salade directement sur ma tête. C'est arrivé si vite que je n'ai pas pu réagir. L'huile et la laitue ont glissé dans mes cheveux, sur mes épaules, sur le sol. Une de ses amies a eu un hoquet de surprise, puis a éclaté de rire. Hélène a couvert sa bouche, cachant à moitié son propre sourire narquois. Mon père, lui, a simplement détourné le regard. Peut-être que maintenant elle comprend sa place, a dit Hélène, en se tamponnant les lèvres avec sa serviette comme si de rien n'était. La salle est devenue silencieuse. Les autres convives se sont figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche. La tête de Carmen est apparue de la cuisine, les yeux écarquillés. Mais je n'ai pas bougé jusqu'à ce que je la voie, une petite serviette en papier crème, froissée, qui était tombée sur ma chaussure. Je me suis penché, je me suis essuyé le visage du mieux que je pouvais, et je me suis redressé. Pas de larmes, pas de mots. Je me suis retourné et j'ai marché lentement vers l'arrière-salle, chaque pas lourd, chaque regard sur mon dos. Dans la salle de pause, j'ai fermé doucement la porte. Sans la claquer, sans crier, juste en respirant. Une inspiration, puis une autre. La rage et la honte s'en mêlaient dans ma poitrine. Mais en dessous de cela, quelque chose d'autre s'agitait. Un souvenir de grand-mère June me disant un jour, parfois, les personnes silencieuses ne le restent pas éternellement. Elle pensait que c'était la fin pour moi. Mais je ne faisais que commencer. L'odeur m'a frappé dès que je suis entré. Vinaigre et honte. Elle s'accrochait à ma peau, imprégnait mes vêtements et me suivait comme une ombre que je n'avais pas invitée chez moi. J'ai retiré lentement mon uniforme, la chemise d'abord, puis le tablier, puis les chaussures qui faisaient un bruit de succion avec le reste de la vinaigrette. Une chaussette était plus humide que l'autre. D'une certaine manière, cela m'a semblé être l'insulte finale. Je n'ai pas pleuré. Pas quand la salade a heurté ma tête, pas quand Hélène a ricané, maintenant, elle comprend sa place, assez fort pour que tout le restaurant entende. Pas quand je me suis enfermé dans la réserve juste pour respirer. Mais maintenant, debout dans ma minuscule salle de bain avec le ventilateur cassé qui bourdonnait au-dessus de ma tête et la lumière qui vacillait comme si elle n'arrivait pas à se décider, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à se fissurer. J'ai ouvert la douche et je suis entré avant même qu'elle ne chauffe. L'eau froide a giflé ma peau. J'ai frotté fort. Pas seulement mes cheveux, mais mon cuir chevelu, mon cou, mes bras comme si en frottant assez fort, je pouvais effacer la façon dont il me regardait. Le son du rire de Calista. La sensation de la vinaigrette coulant le long de ma clavicule. Je suis resté sous le jet plus longtemps que nécessaire, les mains appuyées contre le carrelage. Mes pensées rejouaient le moment encore et encore, l'étincelle dans les yeux de Calista avant qu'elle ne renverse l'assiette, le murmure suffisant d'Hélène, et le silence du restaurant alors que les rires s'estompaient. Et je suis parti avec une serviette à la main comme un drapeau de reddition. Mais ce n'était pas une reddition. C'était un choix. Je suis sorti et je me suis enroulé dans ma plus vieille serviette, aux bords effilochés par des années d'utilisation. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et des aboiements occasionnels du chien du voisin d'en bas. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, mes cheveux mouillés laissant une traînée derrière moi, et je me suis versé un verre d'eau avec des mains tremblantes. L'horloge du micro-ondes indiquait 21h42. Je me suis assise à ma petite table à manger, en réalité juste un vieux bureau que j'avais récupéré dans une friperie, et j'ai fixé la chaise vide en face de moi. Grand-mère Ruth s'asseyait là. Elle venait me voir tous les mercredis quand je venais d'emménager. Nous mangions des sandwichs et parlions de tout et de rien. La dernière chose qu'elle m'ait jamais dite était « Ne laisse pas les gens définir ta valeur, qu'est-ce ? Tu n'es pas leur miroir. » Puis elle m'a touché la joue, a souri avec tout l'amour que le reste du monde avait oublié de me donner, et a dit « Tu suffis déjà. » Elle le croyait même quand personne d'autre ne le faisait. Quand j'ai abandonné mon stage pour m'occuper d'elle pendant sa chimiothérapie, ils m'ont traité de faible. Mon père n'est même pas venu une seule fois à l'hôpital.
Calista m'a appelé l'abandonneuse au complexe du sauveur. Hélène a dit que c'était typique de quelqu'un qui ne pouvait pas gérer le monde réel. Mais grand-mère, elle m'a appris à écouter. Vraiment écouter. Pas seulement les mots, mais les gens, leurs habitudes, leurs besoins, leur silence. C'est pourquoi 2 fois par semaine après mon service, je faisais du bénévolat au centre communautaire. Je ne l'ai jamais dit à personne, non pas parce que j'avais honte, mais parce que ce n'était pas pour eux. J'enseignais la budgétisation de base à des mères célibataires et à des personnes âgées à revenus fixes. Nous nous asseyions sur des chaises en plastique sous des lumières vacillantes, parlant de cartes de crédit et de factures d'épicerie, mais plus que cela, de choix, de dignité. Ils étaient comme moi, fatigués, à bout de souffle, essayant de faire fonctionner quelque chose avec trop peu. Ce soir-là, cependant, je n'y suis pas allé. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour prendre des nouvelles du centre, m'attendant à la mise à jour habituelle sur le placard à fourniture ou à un rappel sur la leçon de la semaine prochaine. Ce que j'ai vu m'a arrêté net. Un courriel avec pour objet, demande privée, proposition de financement pilote. J'ai cligné des yeux, puis je l'ai ouvert. « Bonjour, Kees », disait-il. L'un de nos donateurs en visite est passé lors de votre dernière session et a été impressionné par l'impact de votre travail. Il est consultant en capital investissement et a demandé vos coordonnées. Il est intéressé par le financement d'un projet pilote à petite échelle de votre programme à Charlotte. Pouvons-nous vous mettre en contact lundi? Mes yeux ont parcouru le message 3 fois de plus juste pour être sûr que je ne me trompais pas. Quelqu'un avait remarqué. Pas parce que j'avais crié, pas parce que j'avais mendié de l'attention, mais parce que j'avais fait quelque chose en silence, et que cela avait de l'importance. Je me suis rassise sur ma chaise, le bourdonnement du réfrigérateur soudainement plus fort qu'avant. Mon cœur battait contre mes côtes. Je n'étais pas sûr si c'était de l'excitation ou de la peur, mais c'était quelque chose de réel. L'envie d'envoyer un texto à Calista m'a submergé. Juste une phrase. Tu as jeté de la salade. J'ai construit quelque chose. Ou peut-être, surveille cet espace. Quelque chose de mesquin, de piquant. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'au miroir dans le couloir, le même miroir que j'évitais depuis mon emménagement. Trop de mauvais jours capillaires et d'yeux gonflés après de longs services. J'ai regardé mon reflet. Pas glamour, pas parfait, juste toujours debout. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise ratée, elle chuchotait, et cela ne sonnait pas comme une menace. Cela sonnait comme une promesse. Je suis retourné à la cuisine et j'ai pris un pense-bête du petit bloc que je gardais à côté du micro-ondes. J'ai écrit 5 mots, 2 semaines. Laisse-les rire. Je l'ai collé sur la porte du réfrigérateur, juste à côté d'une liste de courses que je n'avais jamais terminée. Puis j'ai expiré, le premier souffle de quelque chose de nouveau se formant dans ma poitrine. 2 semaines. C'est tout ce dont j'avais besoin. Pas pour oublier, mais pour devenir plus affûté, plus calme, plus dangereux en silence. Le fracas des casseroles résonnait dans la cuisine du restaurant, rebondissant sur les murs métalliques et les bouches d'aération. Mon corps bougeait en pilote automatique tranché, dressé, frotté mais mon esprit était loin de la file de commande ou du grésillement de l'huile. Mes mains travaillaient rapidement, avec précision. Je n'ai pas tressailli quand quelqu'un m'a frôlé. Je n'ai pas réagi quand 2 des serveuses ont chuchoté en passant derrière moi. Je m'étais habitué au regard fixe, au regard de travers qui disait « c'est elle ». Je l'ai porté comme une autre couche de peau maintenant. Ce qui piquait autrefois s'était transformé en quelque chose de plus solide, terne, mais permanent. Ce qui me faisait encore mal, cependant, ce qui ne semblait jamais s'estomper, c'était le bleu sur mon épaule. Faible maintenant, mais profond. Pas à cause de la chute, comme tout le monde le supposait, mais à cause du moment où Calista m'a poussé cette nuit-là, juste hors du champ de la caméra, juste hors de la vue de la foule. Sa main s'était enfoncée dans ma peau comme si elle voulait m'effacer de la pièce. Et peut-être pensait-elle l'avoir fait, mais la piqûre de ce contact ne m'a pas effacé. Elle m'a marqué au fer rouge. Elle m'a rappelé quelque chose de plus ancien. Un sifflement s'éleva de la cuisinière. Des oignons caramélisés qui brunissaient trop vite. Je me suis empressé de baisser le feu, mais l'odeur, cette odeur de brûlé profonde et douce amère, a libéré quelque chose en moi. Soudain, j'avais de nouveau 12 ans. C'était un dimanche matin. Le brunch chez nous avait toujours été un grand événement. Ma belle-mère, Marlène,
faisait un spectacle comme si elle animait une émission de télévision matinale. Tablier à dentelle, verre à mimosa, musique classique en fond sonore. Nous n'avions pas le droit de parler au-dessus d'un certain ton, et nous n'avions certainement pas le droit de faire des erreurs. Ce matin-là, elle m'a laissé essayer la plaque de cuisson pour la première fois. Je voulais l'impressionner, mais j'étais nerveuse. Et quand j'ai retourné la crêpe, elle s'est mal pliée et a atterri à moitié brûlée, à moitié crue. Elle n'a pas manqué une occasion. Devant ses amis, sans baisser la voix, elle a dit, pas étonnant que sa vraie mère soit partie. Elle ne sait même pas retourner une crêpe. La pièce a éclaté d'un rire léger. Calista a gloussé aussi, ce ton aigu et répété d'un enfant imitant la cruauté. Je suis resté là, figé, spatule à la main, le visage brûlant plus que la cuisinière. Je n'ai pas pleuré, pas devant eux. Je suis juste parti, les poings si serrés que j'ai laissé des marques d'ongles dans ma paume. Dans ma chambre, j'ai fixé mon reflet et je me suis dit, la prochaine fois, ne leur donne pas cette satisfaction. Ce n'était pas la dernière insulte que Marlène m'a lancée, mais c'était la première qui m'a appris ce que l'humiliation publique ressentait quand elle portait un sourire. De retour dans le présent, l'odeur s'est estompée, remplacée par le nettoyant au citron et la graisse de friteuse. Je suis revenu à l'instant présent, au sifflement de la cuisine, au bruit des pas, à la pression du temps. En soulevant un plateau de tilapia cuit au four, le bord a glissé et le coin a frôlé mon avant-bras. J'ai eu un hoquet de surprise silencieux, plus de surprise que de douleur. Le plateau a heurté le comptoir de préparation. Avant que je puisse attraper une serviette, quelqu'un était déjà à côté de moi. « Ça va ?» a demandé une voix. Basse, douce, pas pressée. J, le plongeur. La quarantaine, silencieux, 2 emplois. Il hochait toujours la tête, mais parlait rarement plus d'une phrase par jour. Il m'a tendu une serviette humide, ne cherchant ni le drame ni les ragots, juste de la gentillesse. « Je vais bien », ai-je dit, en essayant de sourire. Il a hoché la tête une fois et est retourné à l'évier. Je suis resté là un instant de plus que nécessaire, la serviette pressée contre mon bras, fixant le plateau. C'est étrange comme parfois le plus petit acte de décence peut frapper plus fort que la cruauté. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que ça vous rappelle que la bonté existe encore. Ça brise l'habitude de se préparer à la douleur. Ça vous rappelle que vous êtes humain. À la fin de mon service, j'ai pointé sans un mot, je me suis changé dans le vestiaire exigu à l'arrière et je suis sorti dans l'air crépusculaire. Le trajet de retour a été silencieux, juste le faible bourdonnement du bus et ma propre respiration pour me tenir compagnie. À la maison, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise à la petite table près de la fenêtre. J'ai fouillé dans le tiroir et j'ai sorti le carnet. Il était usé par des années d'utilisation, à lignes universitaires avec une tranche bleue et des coins qui s'enroulaient comme de vieilles feuilles. Je l'avais depuis le lycée. Ces pages contenaient plus de vérité que n'importe quel album de photos de famille. J'ai tourné jusqu'à une page blanche et j'ai commencé à écrire. Ils ne m'ont jamais brisé, ai-je griffonné. Ils m'ont seulement retardé. J'ai fait une pause, mon stylo en suspens, puis j'ai feuilleté en arrière passant devant des croquis, des notes de budget, des bribes de rêve. Et puis je l'ai trouvé. Une page datée d'il y a 6 ans. Mon écriture était plus soignée alors, plus pleine d'espoir. Je créerai quelque chose qui donne du pouvoir aux femmes à qui on a dit de se taire, de s'asseoir et de sourire malgré tout. Sous cette ligne, à l'encre épaisse, j'avais écrit Project Balance. J'avais presque oublié ce nom. Il m'était venu au milieu d'un séminaire d'économie à l'université, à l'époque où je croyais encore au plan. Mais la graine avait été enterrée sous les obligations, les urgences familiales et 1000 petites humiliations. Maintenant, assise là avec le bleu qui s'estompait de mon épaule et les mots frais sur la page, j'ai chuchoté à nouveau le nom comme un vœu, Project Balance. Je n'étais pas sûr de ce que cela deviendrait, mais je savais une chose, cela commencerait par moi, et cela ne demanderait pas de permission. Après m'être rincé et avoir enfilé une chemise trop grande, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert le site web de l'organisation communautaire à but non lucratif où j'avais donné des cours de budgétisation gratuits. J'avais commencé à parcourir les bases de données de subventions, à la recherche de n'importe quoi, même d'un microfinancement, qui pourrait aider à transformer Project Balance d'une idée en quelque chose de tangible. La nuit était devenue silencieuse autour de moi. Les lampadaires brillaient à l'extérieur et le bourdonnement de la ville s'était adouci en un murmure de fond. Puis je l'ai vu sur le blog de l'organisation.
Sous une photo de la classe de la semaine dernière, un groupe de femmes sur des chaises pliantes, toutes souriantes, des carnets à la main, il y avait un seul commentaire. Est-ce la même caisse de l'Everartaille? Waouh! J'aimerais lui parler. BH. Mon cœur a sauté un battement, puis deux. Je n'avais pas vu ses initiales ni même pensé à elle depuis près de 20 ans. Pendant un moment, j'ai juste fixé l'écran comme si c'était un tour de ma mémoire. Mais c'était là, noir sur blanc, BH. Et en dessous, le commentaire. Est-ce la même caisse de l'Everartaille? Waouh! J'aimerais lui parler. Brandon Huxley. Un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis mes 17 ans, un visage que je n'avais pas vu depuis le jour où nous étions tous les deux assis à l'extérieur de la salle de retenue, maladroit et silencieux, avec rien à dire mais trop de choses entre nous. J'ai laissé mon pouce planer sur le commentaire, hésitant. Une partie de moi voulait cliquer, l'autre partie hésitait. Et s'il n'était qu'une autre personne tendant la main pour de mauvaises raisons? J'en avais assez d'être utilisée, jugée, mal comprise. Mais la curiosité a gagné. Son profil n'était pas verrouillé. J'ai cliqué. Une photo professionnelle, une page propre avec peu de contenu personnel, mais les mots qui se démarquaient m'ont fait me redresser, stratège pour des entreprises à fort impact. Conférencier. Conseiller. Défenseur de l'équité communautaire. Et une ligne en gras sous la ville actuelle, Chicago, Illinois, en ville pour une table ronde d'anciens élèves. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé à entrer dans un petit café juste à côté de South Ellis. Pas le genre d'endroit que l'on choisit pour se montrer. Pas d'éclairage sophistiqué ou de pâtisserie hors de prix. Juste des banquettes en bois, une lumière chaude et l'odeur de cannelle et de torréfaction foncée. Il était déjà là. Brandon s'est levé quand il m'a vu. Une veste bleu marine ajustée, une chemise repassée, des boucles sombres maintenant domptées par l'âge. Il n'avait pas beaucoup changé, toujours grand, toujours avec ce regard doux et observateur. Mais il y avait quelque chose de plus stable en lui maintenant, une quiétude, comme s'il était devenu le garçon calme qu'il était autrefois. Qu'est-ce, a-t-il dit, offrant un sourire. Ça fait longtemps. Oui, ai-je répondu en m'asseyant en face de lui. Je ne pensais pas que quelqu'un d'Everard se souvenait encore de moi. Il a secoué la tête, amusé. Je me souvenais. Tu étais la seule à avoir jamais soumis un véritable art à ce concours scolaire. Tous les autres dessinaient des pom-pom girls et des chiens. Toi, tu as peint le chagrin. Je n'ai pas répondu tout de suite. Entendre quelqu'un se souvenir de cette version de moi, cela a déstabilisé quelque chose. Pas de manière négative, juste inhabituelle. Tu as dit que tu m'avais vu via la page de l'organisation. Brandon a hoché la tête. Un lien est apparu dans un récapitulatif de réunions d'anciens élèves. Je parcourais les projets des anciens. Puis j'ai vu la vidéo. Ce qui s'est passé au restaurant. Mon dos s'est tendu. Ces images avaient fait plus de chemin que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai essayé de garder un ton neutre. Ce n'était pas exactement la façon dont je voulais qu'on se souvienne de moi. Il s'est penché en avant, la voix basse. Ils pensent qu'ils t'ont humilié. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est réveiller les gens qui regardaient. J'ai cligné des yeux. Il a fouillé dans son sac, a sorti un dossier et l'a glissé sur la table. As-tu déjà entendu parler des accélérateurs de capital communautaire? J'aide les gens à financer leurs projets, en particulier ceux dirigés par des femmes qui ont été ignorées. J'ai hésité, mes doigts frôlant le bord du dossier. J'ai toujours cru que tu ferais quelque chose de grand, a-t-il dit. Mais je pense que tu as besoin de soutien maintenant. Pas d'applaudissements, pas de pitié. Un vrai soutien. Je l'ai regardé pendant un long moment. Pourquoi moi? Parce que quand nous avions 16 ans, tu étais la seule personne dans cette école qui ne faisait pas semblant. Et parce que je me souviens de ce que Calista a fait à ton croquis en classe. Tout le monde a ri. Toi, non. Tu as riposté avec le silence et la peinture. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Le souvenir est revenu en un éclair, la voix de Calista tranchant à travers la salle de classe, se moquant de la façon dont j'avais ombré les lignes sur le portrait de ma mère, appelant cela des lieux morts. Puis elle a déchiré le papier en deux. Le professeur a à peine scié. Brandon s'était levé, tremblant, la voix brisée, et avait dit au professeur que c'était du harcèlement. Nous nous sommes tous les deux retrouvés en retenue, et aucun de nous n'en a jamais reparlé. Maintenant, il était assis en face de moi,
non pas comme le garçon qui risquait de se faire ridiculiser, mais comme un homme qui se déplaçait dans le monde avec un but délibéré. Après avoir fini notre café, je l'ai remercié et je suis rentré à pied. L'air était plus frais qu'il n'y paraissait. J'ai resserré mon manteau, le dossier niché sous mon bras comme s'il pouvait s'envoler si je relâchais ma prise. À la maison, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai allumé la petite lampe à côté du canapé. Puis j'ai rouvert le dossier. Sa proposition était claire, structurée. Ce n'était pas de la charité, c'était de la stratégie. Et pourtant, quelque chose en moi hésitait. Pouvais-je vraiment faire confiance à quelqu'un à nouveau? Après des années à être remise en question, mise de côté, trahie, même par mon propre sang? J'ai attrapé le carnet sur la table d'appoint, celui que je portais depuis l'université. Les pages étaient usées, mais les mots à l'intérieur contenaient encore des morceaux de moi que personne d'autre n'avait touchés. J'ai tourné vers une page que je n'avais pas lue depuis un moment. Le coin supérieur était daté, 22 mai, 23 ans. La confiance n'est pas aveugle. Elle se gagne avec le temps et s'éprouve sous la pression. Mon écriture à l'époque était plus nette, plus anguleuse, comme si j'essayais encore de prouver quelque chose à chaque ligne. J'ai fermé les yeux, je me suis adossé et j'ai laissé ma respiration se calmer. Il y avait une pulsation de quelque chose qui s'agitait sous la surface, inquiète mais vivante. Project Balance. Le nom portait encore du poids dans mes os. Je suis revenu à la dernière page du dossier de Brandon. En bas, en caractère propre, il y avait une courte note, si vous dites oui, nous rencontrons les investisseurs lundi. J'ai fixé cette dernière phrase pendant des heures jusqu'à ce que j'entoure un mot au stylo. Oui. J'ai entouré le mot oui à 1h43 du matin. Et le lendemain matin, comme une horloge, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu sur mon écran depuis des mois, Calista. J'ai fixé le message pendant un moment, sans même l'ouvrir tout de suite. Le simple fait de revoir son nom a noué quelque chose dans mon estomac, comme un vieux bleu sur lequel on appuie. Quand je l'ai finalement ouvert, le texto était court, dîner de famille demain soir. Papa veut que tout le monde soit là. Apporte quelque chose de bon. Pas d'émoji. Pas de j'espère que tu vas bien. Juste un ordre, comme si rien ne s'était passé. Comme si j'étais toujours le mouton noir en attente pour leur production théâtrale. J'ai failli rire. Vraiment? Maintenant, il voulait jouer à la famille. Je n'ai pas répondu, pas immédiatement. Je me suis levé, je me suis fait une tranche de pain grillé que je n'ai pas fini, et je suis resté près de la fenêtre, regardant la circulation se déplacer comme des veines à travers le quartier. Le timing me semblait trop propre, trop scénarisé. À midi, j'ai appelé Brandon. Il a répondu à la première sonnerie. Il prépare quelque chose, ai-je dit. Il n'a pas demandé de détails, il a juste attendu. J'ai expliqué le message, l'invitation soudaine, la chaleur soudaine. Ils veulent que tu te sentes la bienvenue juste assez longtemps pour te remettre à ta place, a dit Brandon doucement. J'ai vu les chiffres de la proposition ce matin. Les gens la partagent partout. Cela signifie que ton nom circule à nouveau. Et ils l'ont remarqué. Je me suis appuyé contre le mur. Ma cuisine sentait encore légèrement le pain grillé brûlé. Alors, que devrais-je faire? Il a fait une pause, puis a dit, vas-y. Mais ne parle pas du projet, pas un mot. Ils veulent le contrôle, pas la conversation. Écoute, observe, souris. J'ai hoché la tête. Même s'il ne pouvait pas le voir, je savais qu'il avait raison. La dernière fois que j'ai baissé ma garde autour d'eux, j'ai fini en larmes. Et aux nouvelles locales, humilié avec une jupe trempée de vin et un sourire figé. Plus tard dans la nuit, j'ai sorti un vieux carnet de mon étagère, un que je n'avais pas touché depuis le début de ma vingtaine. Je l'ai feuilleté sans but jusqu'à ce que mon œil tombe sur une page que je ne me souvenais même pas avoir écrite, les gens ne vous poignardent pas toujours dans le dos. Parfois, ils sourient d'abord. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé sur ma table basse. Cette fois, je serai prête. Le lendemain soir est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je me suis habillé d'une simple robe portefeuille bleu marine et j'ai enfilé les seuls talons que je possédais encore. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais propre, digne. Je n'y allais pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour les regarder dans les yeux. Le portier du nouvel immeuble de Calista m'a à peine jeté un regard avant de me laisser monter. Son pantouse n'était que vert et égaux, des fenêtres du sol au plafond, des tabourets de bar en velours et un lustre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture.
La porte était déjà ouverte quand je suis sorti de l'ascenseur. Calista m'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as réussi à venir », a-t-elle chanté, comme si c'était une sorte de victoire. « J'ai reçu ton message », ai-je répondu. Elle s'est écartée, son parfum un nuage de lavande chère. À l'intérieur, tout était choisi avec soin, même les invités. Papa était là, sirotant déjà un verre. Marlène, ma belle-mère, était drapée sur une chaise longue comme une héritière blasée. Quelques cousins que je reconnaissais à peine étaient regroupés autour de l'îlot de cuisine, riant trop fort à quelque chose sur un téléphone. Calista m'a tendu un verre de vin blanc. Je ne l'ai pas bu. Alors, dit-elle, la voix chantante. Que fais-tu ces jours-ci, Kees? Toujours serveuse? J'ai souri. Pas tout à fait. Marlène a haussé un sourcil. Des petits amis, ou c'est trop de pression? Je me suis tourné vers elle. Toujours mariée à votre troisième mari, ou on est de retour au nom de jeune fille? Son sourire s'est fissuré une seconde. Je n'ai pas insisté, j'ai juste siroté de l'eau et j'ai observé. Le dîner a été servi autour d'une longue table moderne, le genre où personne ne se regarde dans les yeux à moins de vous jauger. La nourriture était exquise, bien sûr, Calista ne faisait jamais rien à moins que ça ne rentre bien en photo. La conversation dansait comme des rasoirs. Tellement heureux que tu rejoignes enfin la famille, a murmuré quelqu'un. Il faut bien grandir un jour, a ajouté Marlène. Mon père s'est raclé la gorge. Kees, a-t-il dit, la voix profonde, répétée. Il y a quelque chose que nous avons besoin que tu signes ce soir. C'est juste une formalité, quelque chose que ta mère a laissé dans le vieux dossier de la succession. Il s'est penché, a sorti un dossier et l'a fait glisser sur la table. J'y ai jeté un œil. Mon nom était mal orthographié. Un petit détail, mais flagrant. Pire, ce n'était même pas le nom que j'utilisais maintenant. C'était mon surnom d'enfance, celui que seule ma mère utilisait. Quelque chose s'est resserré derrière mes côtes. Calista s'est penchée, son sourire trop doux. Juste une signature, Serette. On le fait tous. Pour simplifier les choses pour papa. J'ai pris le dossier. Le papier à l'intérieur était épais, officiel, mais pas familier. Et là, juste sous l'entête en gras, il y avait une ligne qui disait « Résiliation des droits héréditaires, clause de déshéritage rétroactif effectif ». Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Je n'ai pas dit un mot en fixant le dossier. Mon nom était là, bien sûr, mais mal orthographié. Ce n'était pas juste une faute de frappe. C'était délibéré. Ils avaient utilisé mon surnom d'enfance, celui que seule ma mère m'avait jamais donné, mais altéré, tordu, comme un fantôme de moi. Une version qu'ils pouvaient légalement effacer. J'ai levé les yeux. Les lumières de la salle à manger se reflétaient sur la table en acajou poli. Mon père n'a pas croisé mon regard. Sa fourchette a gratté son assiette comme s'il ne venait pas de renoncer à la dernière chose qui me liait à ma mère. Marlène s'est versé un autre verre de vin, le faisant tourner lentement. Calista a souri, un sourire large et répété. Ce ne sont que des papiers, Serette, a-t-elle dit, sa voix mielleuse. Maman n'aurait pas voulu de conflit. Ce mot, conflit, s'est enroulé dans ma poitrine comme de la fumée. Il me demandait de renoncer à des terres qui n'avaient jamais été les leurs, les terres que maman murmurait seraient toujours les miennes. C'est une vieille histoire d'acte de propriété, a ajouté Marlène, en époussetant un duvet invisible de son chemisier en soie. Nous mettons juste de l'ordre dans les détails. J'ai tenu le papier en l'air. Le texte était lourd de phraséologie juridique. Quelque part au milieu, il était écrit « Cet amendement annule par la présente toute revendication implicite ou non enregistrée faite par Kees Gressweller sur la propriété connue sous le nom de... » J'ai senti une pression derrière mes yeux. Chaude, silencieuse. J'ai lu la phrase 2 fois. La signature de mon père était là, datée de la semaine dernière, un tampon de notaire déjà apposé à côté. Alors, tu n'as qu'à signer là. Calista a pointé la ligne pointillée, son doigt manucuré tapotant l'endroit comme si elle guidait un enfant à travers un formulaire scolaire. Ensuite, nous pourrons tous passer à autre chose. J'ai repoussé le dossier. Puis-je utiliser les toilettes? Marlène a haussé un sourcil. Bien sûr. Au fond du couloir, à droite. Je me suis levé, les jambes stables uniquement parce que j'avais pratiqué ce genre d'immobilité pendant des années. Derrière la porte de la salle de bain, j'ai verrouillé le loquet.
Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus ancien, un chagrin plus profond qui s'était calcifié. Je me suis aspergé le visage d'eau. Le miroir était éclairé par le haut, froid et clinique. Je n'avais pas l'air d'une victime. J'avais l'air de quelqu'un qui en avait finalement trop vu. Maman m'a dit un jour, dans ce jardin envahi par la végétation derrière notre ancienne maison, sa voix basse pour que Marlène n'entende pas, cette terre sera à toi, Kees. Peu importe ce qu'ils disent. Tu comprends? J'avais 12 ans. Je ne comprenais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. À l'époque, ce jardin me semblait un royaume. Lavandes sauvages, rosiers enchevêtrés, un petit banc où je m'asseyais pour dessiner. Maman aimait cet espace. C'était le seul endroit où nous étions jamais seuls. Maintenant, il voulait prétendre que cela n'était jamais arrivé, prétendre qu'elle ne l'avait jamais dit, effacer la promesse avec quelques coups d'encre. J'ai regardé dans le miroir. Plus jamais, ai-je murmuré. Ma voix était rauque. Vous n'aurez pas tout. Je me suis séché les mains et je suis sorti, calme, posé, non pas parce que je ne brûlais pas à l'intérieur, mais parce que j'avais besoin qu'ils croient qu'ils avaient gagné. De retour à table, j'ai souri, je me suis assise lentement. Merci pour le dîner, ai-je dit doucement, en pliant le document et en le faisant glisser sur la table. Oh, a demandé Marlène, son verre de vin en l'air. Je vais le faire examiner par mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Calista a cligné des yeux. Pourquoi? Ce n'est qu'une formalité. Alors ça peut attendre, ai-je coupé gentiment. Si ce n'est rien, il n'y a pas de mal. Papa ne me regardait toujours pas. Sa main s'est approchée de son verre, tremblant légèrement. Je me suis levé. Je vais me raccompagner. Tu es dramatique, a crié Calista après moi. Mais je ne me suis pas arrêté. La descente en ascenseur a été silencieuse. Mon reflet dans les murs chromés me fixait, différent en quelque sorte. Je ne savais pas quand ce changement s'était produit. Peut-être que c'était ce soir. Peut-être que cela avait commencé il y a des années dans ce jardin. Au moment où je suis rentré dans mon appartement, le silence semblait plus vif. Je n'ai allumé aucune lumière. J'ai marché directement vers le placard du couloir et j'ai descendu une boîte en bois de l'étagère supérieure. Elle était rayée et vieille. Maman me l'avait donnée la semaine avant de mourir. Ne l'ouvre pas sauf si tu y es obligé, avait-elle dit. Mais s'ils viennent un jour chercher ce qui t'appartient? Tout est là-dedans. Je me suis assise par terre en tailleur et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, une enveloppe scellée, jaunissant sur les bords, et en dessous, une lettre notariée avec un tampon doré en relief. Mes mains tremblaient en la dépliant. La lettre était courte, juste quelques paragraphes. Elle confirmait l'existence d'un testament mis à jour. La copie officielle, enregistrée, se trouvait dans l'enveloppe. J'ai rompu le sceau. Le document était propre, précis, et là, au bas de la dernière page, en caractères clairs et dactylographiés, je laisse mon entière succession, incluant toutes les propriétés, droits et possessions, uniquement à ma fille, Kees Gressweller. J'ai lu cette phrase 3 fois. Puis j'ai laissé échapper un son que je n'avais pas fait depuis des années. Moitié rire, moitié autre chose. Peut-être du chagrin, peut-être la justice qui se réveillait. Il pensait que je ne me battrais pas. Il pensait que je ne me souvenais pas. Mais maman, si. Il était presque 2 heures du matin. La ville à l'extérieur de la fenêtre de mon appartement était silencieuse, à l'exception du lointain bourdonnement de la circulation et de l'aboiement occasionnel d'un chien. J'étais assise à ma table de cuisine, le testament ouvert devant moi comme une vieille carte menant à un avenir que ma mère avait autrefois tenté de protéger. Il ne me laissait pas seulement la terre. Il me nommait l'unique héritière de tout. L'encre s'était légèrement estompée avec le temps, mais l'intention était d'une clarté cristalline. Son écriture ample, élégante et forte dansait sur la page. Propriété, héritage, actif, tout était à mon nom. Pas une seule mention de Calista, pas un mot sur Marlène, ni même sur papa. Juste moi. Elle l'avait daté 1 an avant son décès. Je ne savais même pas qu'elle était si malade à l'époque, mais elle devait le savoir. Elle devait savoir qu'ils essaieraient de m'effacer dès qu'elle serait partie. J'ai de nouveau fixé le tampon du notaire. Il était réel, entièrement authentifié. Mais une ligne m'a glacé le sang, à soumettre à l'homologation à mon décès. Et cela n'avait jamais été fait. J'ai expiré lentement,
Je me suis levé et je suis allé vers la boîte en bois où j'avais trouvé l'enveloppe. Je l'avais gardée sous mon lit pendant des années sans y toucher, un besoin étrange et instinctif de la conserver, même quand je ne savais pas ce qu'elle contenait. Elle savait. Elle a toujours su. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai juste fait les 100 pas, lu, relu, et passé mes doigts sur sa signature comme si c'était une bouée de sauvetage. J'ai attendu que le ciel s'éclaircisse, que la ville commence à s'animer, que les cafés ouvrent. Puis j'ai appelé Monsieur Élise Granger. Il venait au café où je travaillais quand j'avais 25 ans, toujours à la même place près de la fenêtre. Café noir, un sucre. Sans chichi. J'avais mémorisé sa commande dès la deuxième visite. Il m'avait un jour donné $20 de pourboire parce que je m'étais souvenu de son anniversaire avant lui. Qu'est-ce ? A-t-il répondu, la voix rauque de sommeil mais alerte. Monsieur Granger, je dois vous montrer quelque chose. C'est urgent. C'est à propos du testament de ma mère. Il y eut une pause, un silence qui me dit qu'il se souvenait de qui j'étais. Puis, calme et posé, venez au bureau. Je ferai du thé. À 9h30, j'étais assise dans son bureau, un léger cliquetis de porcelaine entre nous alors qu'il versait de l'Earl Grey dans 2 tasses en céramique. Il avait l'air plus âgé, mais ses yeux étaient toujours vifs derrière ses montures argentées. J'ai posé les documents devant lui. Il a ajusté ses lunettes, a parcouru les pages lentement, puis à nouveau. La 3e fois, il s'est adossé et a laissé échapper un souffle bas. Vous n'avez aucune idée de ce que vous tenez entre les mains. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Ceci, s'il est vérifié, annule toutes les réclamations ultérieures. Si aucune homologation n'a été déposée pour ce document, alors légalement, il pourrait annuler tout ce qui est venu après, à moins qu'il ne prouve que votre mère était sous contrainte ou n'avait pas toute sa tête. Elle était infirmière. Elle était plus vive que la plupart de ses médecins. Il a hoché la tête. Alors c'est sérieux. Je me suis penché en avant. Que dois-je faire ? Il a fait une pause, tapotant son bureau avec une phalange. D'abord, nous déposons une requête discrètement. Pas de drame. Laissons le tribunal examiner la validité du document. Vous ne dites rien à personne jusqu'à ce que nous ayons obtenu gain de cause. J'ai hoché la tête. C'est ce que je veux. Il m'a étudié un long moment. Qu'est-ce ? J'ai vu des familles se détruire pour des héritages, pour des outils de jardin, pour l'amour du ciel. Ceci, ce sont des terres, une maison, des comptes en banque, et du pouvoir. Je n'essaie pas de les détruire, ai-je dit, la voix calme. Mais je ne les laisserai pas m'effacer non plus. Granger a incliné la tête, un début de sourire se dessinant sur sa bouche. Vous avez changé depuis que vous me serviez mon café. J'ai dû. Il a poussé quelques papiers vers moi. Signez ici pour lancer la requête. Je m'occupe du reste. Quand je me suis levé pour partir, il a dit doucement, préparez-vous simplement. Ils se battront salement. J'ai croisé son regard. J'ai été élevé dans leur tempête. Je sais être le tonnerre. Le trajet de retour a été silencieux. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai juste regardé par la fenêtre, vu la ville défiler, et j'ai serré le testament contre ma poitrine dans un dossier épais. À la maison, je l'ai remis dans la boîte en bois et l'ai glissé sous une latte de plancher sous mon lit, juste pour l'instant. Puis je suis retourné au travail comme si de rien n'était. J'ai répondu aux emails, dirigé des réunions, et j'ai même aidé Calista avec un problème de logistique à la galerie, comme si nous étions juste 2 sœurs qui avaient partagé un dessert la veille et non une embuscade juridique. Le mercredi, Calista a envoyé un texto, « Tu as pensé à signer ?» J'ai répondu, « Merci encore pour le dîner. » Rien de plus, rien de moins. Laisse-les rire. Laisse-les penser que je battais en retraite à nouveau. Laisse-les chuchoter dans mon dos sur la façon dont je craquais toujours sous la pression, car cette fois, je ne craquais pas. Je colmatais chaque fissure, et je planifiais. Granger m'a rappelé le mardi soir suivant. Le tribunal a accepté la requête. Nous avons une audience dans 3 semaines. Je me tenais au milieu de mon salon, le téléphone chaud contre ma joue. 3 semaines. 3 semaines avant que les murs qu'ils avaient construits autour de leurs mensonges ne commencent à trembler. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste laissé échapper un léger soupir, puis j'ai chuchoté pour moi-même, laissez-les rire tant qu'ils le peuvent encore. Parce que quand ce marteau tombera, leur monde commencera à se fissurer. 3 semaines passèrent comme des braises qui se consument lentement.
Je n'ai pas attisé le feu, j'ai simplement attendu. J'allais au travail, je préparais mon café, je pliais des serviettes, je répondais aux mêmes clients suffisants et au roulement d'yeux occasionnel de Calista, qui agissait toujours comme si elle dirigeait l'endroit. Meredith ne m'avait pas adressé la parole depuis ce dîner gênant. Ça ne me dérangeait pas. Le silence était devenu mon armure. Le matin de l'audience, je suis parti avant le lever du soleil. Le palais de justice était à 15 minutes, mais je me suis donné 40 minutes. Mes paumes étaient sèches, mais prêtes. Le dossier dans mon sac était bien fermé, tout comme moi. Élise Granger m'a retrouvé au bas des marches du palais de justice, sirotant dans un thermos cabossé et hochant la tête avec une sorte de révérence qui disait « Vous n'êtes pas seulement ici pour demander justice. Vous êtes ici pour la réclamer. » La salle d'audience était déjà à moitié pleine quand nous sommes entrés, et pas seulement avec des avocats ou du personnel du tribunal, mais avec des visages que je reconnaissais de mon passé, 2 serveuses du café, la vieille fleuriste d'en face, même le rédacteur en chef du journal local qui avait autrefois interviewé Meredith pour un article promotionnel sur les femmes en philanthropie. Calista se tenait près du premier rang, portant un blazer élégant qu'elle avait probablement emprunté à Meredith, et elle m'a lancé un demi-sourire suffisant. Meredith n'a pas pris la peine de me regarder. Ses bras étaient croisés, les lèvres serrées, le menton levé comme si elle possédait l'oxygène. Leur avocat, un homme nommé Rupert Klein, est entré avec le genre d'énergie qui attend des applaudissements. Il n'a pas jeté un regard dans ma direction. Il n'en avait pas besoin. Puis la porte s'est ouverte et la juge est entrée, une femme grande et sérieuse aux cheveux gris courts et au regard capable de niveler du béton. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes et a immédiatement dit « J'ai lu votre requête attentivement, mademoiselle Reeves. Je vous remercie d'avoir préservé ce document. » Mon nom, à voix haute, dans une salle d'audience où je n'étais pas censé compter. Tous les regards se sont tournés. Meredith a cligné des yeux, puis s'est penchée vers Calista et a sifflé « Quel document ?» Je n'ai rien dit. Granger a fait glisser le dossier vers l'avant. La juge l'a ouvert. Dans l'affaire d'aujourd'hui Reeves contre Reeves, nous sommes ici pour examiner l'authenticité et la validité juridique d'un testament prétendument rédigé et signé par la défunte Madame Eleanor Reeves. La juge a fait une pause, puis a continué à lire, sa voix nette et inébranlable. À ma fille, Case Reeves, ma cadette, je lègue ma maison, le terrain du jardin Reeves, le compte en fiducie créé conjointement avec son père, et tous les actifs restants sans réserve. La bouche de Calista s'est légèrement entr'ouverte. Meredith a cligné des yeux 2 fois, puis a agrippé le bord de sa chaise. Ce testament, a poursuivi la juge, a été notarié, attesté par des témoins, et daté environ 13 mois avant le décès de Madame Reeves. Il ne porte aucune indication de coercition ou de contrainte. Rupert Klein s'est levé, se précipitant. Votre honneur, nous n'avons jamais été informés de cette version. La famille a agi sous l'hypothèse. L'hypothèse, a coupé la juge, n'est pas la même chose qu'une preuve légale. Silence. J'ai ouvert mon dossier et j'ai avancé une petite enveloppe. Votre honneur, ai-je dit, j'aimerais soumettre un enregistrement et un affidavit supplémentaire. La juge a hoché la tête. J'ai jeté un regard à Meredith, sa mâchoire s'est crispée. C'est un mémo vocal, votre honneur, daté de 8 mois avant son décès. Ma mère était inquiète. Granger a tapoté son ordinateur portable et l'a joué. La voix de ma mère, claire, tendre, un peu tremblante a rempli la pièce. S'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que Case ait tout. Je connais Meredith. Elle a toujours voulu que Calista soit la vitrine, mais Case a le cœur. Elle ne le gaspillera pas. Quelques personnes à l'arrière ont eu un hoquet de surprise. Une femme a même couvert sa bouche. Et ceci ? J'ai posé une 2e page, signée et datée. C'est un affidavit confirmant que ma mère a révoqué la procuration de Meredith 3 semaines avant son décès. Meredith s'est levée d'un bond. Vous mentez, a-t-elle aboyé. C'est absurde. Elle ne vous a jamais fait confiance. Elle vous a traité de honte. Rupert a touché son bras, essayant de la faire rasseoir. La juge n'a pas bougé. Elle a juste dit calmement, Madame Reeves, nous sommes dans une salle d'audience, pas dans votre cuisine. J'ai senti mes genoux se bloquer, ma colonne vertébrale se redresser. À l'arrière, quelqu'un a chuchoté, attendez, Meredith a menti. Une autre voix, plus basse, plus venimeuse, cette pauvre fille. Ils lui ont presque tout volé. Les chuchotements se sont transformés en murmures discrets,
puis en faible bourdonnement de jugement. Un homme près de l'allée a marmonné, ça va faire la une de demain. La juge a levé le marteau. J'ai examiné tous les documents soumis et vérifié les chronologies. Je statue en faveur de Keith Reeves. Le testament est valide, avec effet immédiat. La propriété de la succession Reeves, des biens, de la fiducie et des actifs sera transférée à elle. Le marteau est tombé. Le son a résonné comme le tonnerre dans la salle lambrissée. Meredith s'est levée, le visage rouge, les yeux fous. C'est une serveuse. Que va-t-elle faire de tout ça? La juge n'a pas levé les yeux tout de suite, mais quand elle l'a fait, ses mots étaient simples. Espérons, quelque chose de mieux que la moquerie et le vol. Et sur ce, elle s'est levée. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Les papiers ont été brassés, les chaises ont grincé. L'énergie a complètement changé. Calista était toujours assise, figée, comme si elle essayait de traiter la perte en temps réel. Je me suis approché lentement. Elle ne m'a remarqué que lorsque je me suis arrêté juste à côté d'elle. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti une enveloppe blanche immaculée et je l'ai tendue. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix creuse. « Une lettre » ai-je répondu, calme mais ferme. « De la nouvelle propriétaire. » Elle l'a ouverte. Ses lèvres ont bougé pendant qu'elle lisait. Puis sa tête s'est tournée brusquement vers moi. « Vous nous expulsez » Je n'ai pas répondu. Ses yeux se sont enflammés. « C'est notre maison. » C'était, ai-je dit. Maintenant, c'est la mienne. La salle était presque vide maintenant. Même Meredith ne discutait plus. Elle s'est simplement affalée sur son siège, fixant le sol comme si elle comprenait enfin à quoi ressemble la défaite. En sortant dans le couloir, les portes du palais de justice me semblaient plus légères qu'il y a 3 semaines. L'air semblait plus chaud. Je n'avais pas souri de toute la matinée, mais en arrivant à la dernière marche et en n'entendant aucun pas derrière moi, j'ai laissé les coins de mes lèvres se relever. Et pendant qu'elle restait là, stupéfaite, je me suis retourné et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai franchi les portes du palais de justice pour entrer dans la lumière du soleil, non seulement libéré de leur bruit, mais enfin libéré de leur version de moi. Il n'y a pas eu de célébration, pas de déclaration de victoire bruyante, juste des pas silencieux, une respiration calme et un cœur qui n'était plus alourdi par la tentative d'être aimé par des gens qui ne voyaient que ce qu'ils pouvaient prendre. Un mois s'était écoulé 30 matins tranquilles où je ne me réveillais plus en me préparant à une nouvelle attaque. Je dormais mieux. Je riais de nouveau. Je travaillais toujours parce que la vie ne s'arrête pas, mais cette fois, je choisissais où et comment. Et aujourd'hui, j'ai choisi de tourner la page. Je me suis garé à un pâté de maison du restaurant, le même où j'avais essuyé des tables pendant qu'il se moquait de moi, le même où Calista s'était présentée avec des talons trop hauts pour ses mensonges. Mais cette fois, je ne portais pas de tablier. J'étais en jean et en pull gris doux, tenant mon ancien uniforme soigneusement plié dans mes mains. En franchissant la porte, quelques têtes se sont tournées. Certains visages que je reconnaissais, d'autres nouveaux. Personne n'a rien dit au début. Puis le gérant, Brian, s'est avancé. Il n'a pas souri, il a juste déplacé son poids comme si ses chaussures ne lui allaient soudainement plus. « Keith » a-t-il dit, la voix plus basse que d'habitude. Nous avons entendu ce qui s'est passé au tribunal. Je l'ai regardé dans les yeux. Je m'en doutais. Il a hoché la tête, les lèvres serrées. Je voulais juste dire, je suis désolé. De ne pas avoir écouté, d'avoir fait des suppositions. Je n'avais pas vraiment besoin de ses excuses, mais je les ai appréciées. Alors, je lui ai fait un petit sourire et je suis passé devant lui en direction de la salle de repos. J'ai épinglé une note sur le tableau en liège. Juste une ligne, à toutes les femmes à qui on a dit qu'elles valaient moins, ce n'est pas vrai. Puis j'ai placé l'uniforme sur l'étagère en dessous. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas fait de discours. Je l'ai simplement laissé partir. En me retournant pour partir, j'ai entendu des pas légers derrière moi. Keith. J'ai reconnu cette voix avant de me retourner. Calista. Elle se tenait dans le couloir comme une ombre essayant de trouver sa forme. Pas de maquillage, pas de coiffure dramatique. Juste elle. Brute, fatiguée, peut-être même humaine. Je ne savais pas, a-t-elle dit, la voix instable. Je ne savais pas que maman avait changé le testament. Je pense que tu ne voulais pas savoir, ai-je dit doucement, sans accuser,
juste en énonçant une vérité autour de laquelle nous avions toutes les deux dansé pendant des années. Elle a dégluti difficilement. Tu me détestes? J'ai secoué la tête. Non. C'est juste que je m'aime enfin plus que j'aime ton approbation. Elle a baissé les yeux, et un instant, j'ai vu la petite fille que nous étions toutes les deux, quand nous jouions à faire semblant et que nous inventions des mondes où les mères ne choisissaient pas de camp et où l'amour n'était pas conditionnel. Mais ces jeux étaient terminés depuis longtemps. Je suis passé à côté d'elle sans un autre mot. Certaines choses n'avaient plus besoin d'être dites. Ce soir-là, après le dîner, j'ai sorti la vieille boîte verrouillée du fond de mon placard. Je l'avais presque oubliée. Elle était restée intacte depuis les funérailles de maman, nichée sous des foulards et des manteaux d'hiver. J'ai ouvert le loquet, et à l'intérieur se trouvait une petite pochette en velours et un journal relié en cuir avec une note de son écriture. Mon nom, juste ça, rien d'autre. J'ai d'abord ouvert la pochette. Un collier, chaîne en argent, délicat, avec un petit pendentif, une opale, ma pierre de naissance. Je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était beau d'une manière discrète, comme quelque chose que quelqu'un avait choisi bien avant de savoir à quel point cela signifierait. Puis j'ai ouvert le journal. La première page était datée de plus d'un an avant son décès. Amakis, tu as toujours été la plus forte. J'aurais juste aimé te le dire plus souvent. J'ai lu pendant des heures, des lettres d'une femme déchirée d'une manière que je n'avais pas comprise, luttant pour montrer de l'amour dans le désordre de la loyauté, de la culpabilité et de la peur. Elle savait pour Meredith, pour la façon dont Calista me parlait, et elle avait tout écrit. Pas pour elle-même, mais pour moi. J'ai pleuré. Pas le genre de sanglots qui vous déchirent la poitrine, mais des pleurs silencieux qui laissent quelque chose de vieux et de pourri s'évacuer. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais entière. Le lendemain matin, j'ai pris un chemin différent pour aller au travail. Je suis passé devant le palais de justice. La voiture de Meredith n'était pas garée à sa place habituelle. Son nom, autrefois fièrement peint sur la bannière à l'extérieur de l'association caritative pour femmes de la ville, était en train d'être gratté par deux hommes sur des échelles. L'un d'eux a marmonné, une autre qui mord la poussière. Et j'ai continué à conduire. 2 pâtés de maison plus loin, j'ai tourné dans une rue calme et je me suis garé devant un petit bâtiment fraîchement peint avec une nouvelle enseigne, Rives Interior, reconstruit sur les cendres. Cela me faisait encore sourire chaque fois que je le voyais. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil. Mais c'était à moi. Chaque centimètre carré. J'ai franchi la porte en verre et j'ai respiré l'odeur des nouveaux planchers, des échantillons de cuir doux et de l'espoir. La lumière du soleil entrait à flot par la fenêtre, et en ajustant le collier autour de mon cou, j'ai aperçu mon reflet, fatigué, mais fier. Pas de ce que j'avais gagné, mais de ce à quoi j'avais survécu. Et en me tournant vers la petite équipe que j'avais commencé à embaucher, 2 jeunes femmes qui débutaient tout juste, j'ai réalisé quelque chose de plus profond que la victoire. J'étais enfin en sécurité. Parfois, il vous pousse à terre juste pour se sentir plus grand, mais quand vous vous relevez en silence, il ne le voit jamais venir.